mémoire. Et notre ami Francis Eustache, que je vous citais tout à l'heure, je l'ai repris, mais si je vais trouver la... Il disait ceci dans ce petit bouquin que je vous ai cité, je vais bientôt avoir fini. Hein. Il disait, on s'est toujours tourné, disait-il, vers les stockages externes de la mémoire, ce que je vous ai expliqué, l'entourage, les livres, etc. Mais avec Internet, on assiste à une révolution plus grande que celle de l'imprimerie, car son utilisation est devenue massive et facile. Les connexions au sein de notre cerveau pourraient s'en trouver modifiées. Le risque, c'est ce que Socrate disait il y a 2500 ans, depuis maintenant. C'est l'argument que Socrate dit dans le Phèdre, c'est ce que Francis Eustache dit. Socrate dit, si en écrivant, vous projetez toutes vos connaissances dans ces caractères de l'écriture, vous allez être des pseudo-savants. Des pseudo-savants. Parce que vous n'aurez plus rien dans la tête, au fond. Hein? Et Eustache dit ceci, au fond, le risque est que la mémoire traite les informations de façon superficielle. Or, elle fonctionne par synthèse permanente. Et pour que celle-ci se fasse, il faut que les informations aient été traitées en profondeur, aient été intégrées. Et d'ailleurs, dans son livre, il dit, et ça s'adresse aussi à des enseignants, on ne fait plus assez étudier par cœur. Parce que la mémoire est, comme dit Eustache, et je trouve le mot très très juste, la mémoire, ce n'est pas le terreau de la pensée. Pardon, ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est plus que la mémoire. Mais comme il dit, c'est le terreau de la pensée. C'est-à-dire qu'un enseignement qui ne trouve pas ses racines dans une assimilation de connaissances, comme disait tout à l'heure, et de savoir, hein, des lignes du temps, des grandes synthèses sur les courants de pensée. Au fond, quand on fait des neurosciences et qu'on fait de l'épistémologie des neurosciences, savoir encore. Mais que disait Platon dans le dualisme? Que disait Aristote? Comment s'interroge Kant sur... Comment, voilà. Ça, il faut savoir. Je ne peux pas simplement me dire, mais dans ma bibliothèque, il y a le livre qui est là. Si je veux penser, si je veux continuer à adopter le long détour par la pensée, j'aime bien ça, le long détour par la pensée, il faut que j'ai cet acquis, que je puisse penser par ces acquis, et que donc je puisse dire comment je vais garder actif dans mes classes, qu'on va prendre plaisir à apprendre, parce qu'il y a du plaisir parfois à apprendre par cœur. Si j'ai l'occasion, je vous le dirai, je terminerai là-dessus. Mais je vais encore dire simplement ceci, sur l'attention. Beaucoup de recherches. Très beau petit bouquin que je vous conseille si vous voulez travailler sur l'attention, qui est paru chez Odile Jacob et qui est maintenant en poche chez Odile Jacob, qui s'appelle Le cerveau attentif. Malheureusement, c'est un peu long, c'est plus de 400 pages, et c'est Jean-Philippe Lachaud, c'est très très bien, et ça donne toutes les clés pour comprendre les mécanismes tellement complexes de l'attention. Et il parle notamment de comment l'attention va probablement être sollicitée par ces multiples écrans, ces sollicitations de multitâches qui sont un mythe, ce zapping continuel, cette difficulté de maintenir une attention sur des temps plus longs, etc. etc. Hein, et là aussi, c'est important. Je termine par une anecdote. Quand j'étais en humanité, j'ai fait des humanités gréco-latines, et quand j'étais ce qu'on appelait la poésie, on avait un prof, on voyait la poésie latine, on voyait la poésie grecque, la poésie française. Celui qui nous donnait le cours de poésie française était un passionné de poésie et nous passionnait pour la poésie. Et donc c'était une petite classe, on avait la chance de ne pas être trop nombreux, et on étudiait les grands poètes, Nerval, Rimbaud, Baudelaire, mais aussi des poètes complexes comme Mallarmé, etc. Et il avait l'ambition, au fond, quand on était à une vingtaine d'élèves, de faire que la classe apprenne par cœur un grand poème. Par exemple, Le cimetière marin de Valéry, ou bien Le bateau ivre de Rimbaud. Ce n'était pas que chacun devait apprendre tout,
mais chacun prenait en charge autant de vers, et puis, à la fin, toute la classe, comme une espèce de savoir partagé, passionnément, récitait les choses. Et on a comme ça récité le cimetière marin de Paul Valéry, qui est un texte absolument fabuleux, et j'avais 16 ans, je sais pas. Vous savez que je sais encore toujours par cœur les vers que j'ai appris à ce moment-là. Père profond, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés, êtes la mer et confondez nos pas, etc., etc. Et alors, parce que ça avait un aspect dur, évidemment, hein, pas évident, hein, pas évident, où on met le plaisir là-dedans. On met le plaisir quand on voit l'extraordinaire contenu du cimetière marin. Pas seulement la poésie, c'est un contenu fabuleux, fabuleux. Mais le génie du prof, quand on avait tous fait ça, qu'on avait tous récité, j'ai terminé là-dessus. Hein. Il dit maintenant, on va le chanter, le cimetière marin. Chanter le cimetière marin, ça c'est pas possible. On va tout recommencer en chantant maintenant. Il dit non, mais c'est simple, on connaît tous. Alors, il dit, mais vous avez tous récité. C'est un décasyllabe. Père profond, 4. Têtes inhabitées, 6. Qui sous le poids, 4. De temps de pelleté, 6. Donc c'est décasyllabe, 4, 6. 4, 6. Magnifique musique. Hein, si on est sensible à ça. Il dit, quelle est la chanson que vous connaissez tous? 4, 6. Personne ne savait, évidemment. Comment voulez-vous? Hein, 4, 6. Je vais vous le chanter. Bon. Père profond, têtes inhabitées, qui sous le poids de tant de pelletés, êtes la terre et confondez nos pas, etc. La Madelon, c'est 4, 6. Vous n'imaginez pas la motivation, le plaisir qu'on a eu à continuer à travailler toute l'année avec un prof qui fait ça. Un prof qui fait ça et qui vous donne par là le goût de ce savoir partagé. On n'est pas tout seul devant son écran. On est devant un savoir qu'on partage dans le décryptage presque philosophique de là, et en s'amusant à le chanter comme un iconoclaste. Comme un iconoclaste, un Madelon. C'est pas tellement le cimetière marin, ça, hein, mais c'est tellement magnifique. Merci de votre attention. Merci. Alors merci beaucoup, Monsieur Crommelin, pour cette passionnante conférence. Alors on a largement débordé, vous l'avez vu, sur le temps de questions-réponses, mais vous n'avez eu aucun mal pour captiver l'auditoire au complet pendant tout ce temps-là. Alors on va quand même peut-être prendre une ou deux questions ou interventions si quelqu'un veut faire quelque chose de court. Oui ? De ce côté poison. Pour retrouver le côté antidote du vaccin. J'ai pas l'impression que finalement vous l'avez dit, donc je donne plus des informations là-dessus. Et je voulais prolonger un peu là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on est quand même sur des fondamentaux de l'altruisme. Faire un lien avec ce que M. de Gauchet disait ce matin, l'altruisme a primé sur la compétition. Les jeux vidéo proposés par un univers commercial sont en train de transformer nos cerveaux pour potentiellement faire primer davantage encore la compétition sur l'altruisme. Tout à fait. Et l'équilibre pourrait être bousculé. Et tant qu'à chercher alors un pharmacone, est-ce qu'on ne doit pas, dans l'enseignement et plus globalement dans les sphères du social pour continuer à faire société, réhabiliter la socialisation de la violence, parce qu'on va donc avoir des phénomènes d'agressivité et de violence, qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à traiter comme des tabous, donc à ne pas les socialiser, et donc à les laisser s'amplifier sous l'influence d'une autre source d'influence. Est-ce qu'on n'a pas une piste à explorer là, dans une nouvelle socialisation de la violence ? Oui.
Donc, en quoi les jeux vidéo, puisque j'avais annoncé que c'était un pharmacone, à la fois le remède bénéfique donc, et le poison qui tue, que je n'ai peut-être pas illustré le fait que le poison était un des éléments du remède. J'avais dit ça, c'est un peu contre-intuitif. Je vais l'expliquer maintenant. On montre qu'au fond, le facteur d'amplification et de gain de ces côtés favorables aux jeux vidéo, le facteur de gain, est plus important pour des jeux très violents que pour des jeux moyennement violents. Donc, plus de violence réaliste est un facteur qui est facilitant dans l'amélioration de l'hyperconcentration, des capacités de distraction, etc., etc. Et donc, plus c'est réaliste, plus c'est violent, plus c'est bénéfique. Pourquoi ? Simplement parce que plus c'est violent, plus le sujet, quand je n'ai jamais joué, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout ces choses, mais plus il abat peut-être un zombie ou je ne sais pas quoi, hein, qui était mieux placé ou je ne sais pas, plus il a du plaisir à le faire. Plus il y a une décharge d'adrénaline, parce que c'était probablement très risqué, et s'il a réussi, fantastique. Donc la récompense est d'autant plus importante si le niveau d'agressivité... Par exemple, il montre qu'un jeu vidéo comme Tetris a beaucoup moins de facteurs d'amplification. Mais j'ai lu tout récemment, en 2014, il y a un jeu vidéo que je connaissais, parce qu'il était utilisé par mes enfants, hein, et qui est sorti en 85, c'est Super Mario, hein, sur Nintendo. Eh bien, il y a un travail qui a été fait à l'université von Humboldt à Berlin et à Max Planck à Berlin, où il montre que faire jouer des adultes sur Super Mario 64, là, sur une console Nintendo pendant une cinquantaine d'heures, suffit pour modifier un certain nombre de structures cérébrales, où là, il n'y a pas d'agressivité. Et maintenant, tout le débat, il y a un très beau débat dans la revue Nature là-dessus, tout le débat est de dire, est-ce qu'on va continuer à faire de l'antisocial, parce que c'est très attractif, ou est-ce qu'il faudrait que les concepteurs trouvent du pro-social, c'est-à-dire de la collaboration, et non pas pour mieux collaborer, pour mieux tuer, pour mieux éliminer, pour mieux vaincre, pour mieux détruire, etc., mais pour construire. Voilà. C'est des débats. Donc vous comprenez ici en quoi le poison, au fond, le poison est un facteur, parce qu'il produit un certain nombre de facilitations des structures de récompense. Je crois que pour un tireur d'élite, abattre quelqu'un, hein, il s'est posté depuis des heures, et il va l'abattre, et la récompense. Et il doit y avoir dans son cerveau une série d'activités. Son attente est très longue, voilà, etc. Donc, voilà. Oui. La majorité d'entre nous ont pris des notes en utilisant des moyens quelque peu primitifs. Que pensez-vous de la décision prise par un État de l'Union européenne, je ne citerai pas, consistant à supprimer l'enseignement de l'écriture dans les écoles maternelles et primaires? Oui. Oui, oui. Écoutez, il y a tout un débat là-dessus, hein, qui avait été relativement mal compris d'après ce que j'ai pu lire. C'est la Finlande qui a décidé, en effet, de ne plus donner un apprentissage systématique de l'écriture cursive, c'est-à-dire l'écriture continue, hein, pas l'écriture. Ils font ce qu'ils appellent l'écriture imprimée, l'écriture par bâtonnet. J'ai lu ça, je ne sais pas très bien. Donc, c'est plus apprendre à écrire de manière continue comme nous l'avons fait, mais c'est un petit A, un petit B en détaché. Voilà, détaché, en disant, au fond, voilà. Maintenant, il est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent, on va aller vers l'idée, puisqu'on écrit de moins en moins. On écrit de moins en moins. Moi, j'écris encore beaucoup parce que j'aime écrire, que j'adore les beaux stylos,
que j'adore les beaux papiers et que je trouve un plaisir d'écrire. Mais que quand je fais ma conférence, je tape aussi. Parce que c'est pratique, je peux corriger, c'est beaucoup plus pratique, etc. C'est évident. Mais est-ce qu'on arrivera un jour à dire on va plus apprendre à écrire puisqu'on aura... Voilà. Je me rappelle avoir interrogé Stanislas Dehaene là-dessus, qui est un grand spécialiste des neurosciences de l'écriture et de la lecture, qui disait on va aller vers des difficultés. Dans l'apprentissage de la lecture, la capacité pour l'enfant de pouvoir en parallèle tracer des lettres, donc écrire, pas seulement lire, c'est-à-dire traduire les graphèmes en phonèmes et mobiliser sa parole, mais ici écrire les lettres et donc mettre au point des schémas moteurs pour chacune des lettres, le petit a, le petit e, le b, etc., en capital, en minuscule, etc., etc. Ce qu'on faisait quand j'ai fait l'école primaire, dans une école de village où il y avait une seule institutrice pour les 6 classes. Et on était à peu près comme ce que de Vauchel disait, on passait d'une classe à l'autre, puisqu'il y avait une institutrice et qu'il y avait 18 élèves pour les 6 classes. Donc si on avait fait ça, on passait à autre chose, etc. Mais on faisait de la calligraphie. Et abandonner la capacité de mobiliser son cortex moteur et ses connexions visio-manuelles et digitales pour tracer la lettre est extrêmement important pour reconnaître la lettre. Parce que quand on lit, même si on ne mobilise pas du tout ses doigts, qu'on n'a pas de bic ou de crayon, et qu'on scanne un sujet quand il lit un texte, on voit que les zones de mobilisation de l'écriture motrice sont stimulées. Et donc, lire, c'est aussi activer les schémas moteurs qui nous permettent d'écrire. Donc, je pense que supprimer l'écriture et dire simplement une lettre maintenant, c'est une position dans l'espace, c'est plus un caractère qu'on dessine, c'est le A, c'est la première à gauche, le B sera là, etc. Donc, on ne va plus avoir des schémas moteurs, on va simplement avoir des repères spatiaux. On va modifier les choses. Ça sera mieux, moins bien, je n'en sais pas. Mais ça va modifier, sûrement. Voilà, on va s'arrêter là. Rendez-vous à l'Aula Magna pour la pause de midi.